Allez, on revient sur le sujet de l'AS, cette fois-ci, donc celui de vos collègues de l'an dernier. Vous voyez que c'est le deuxième sujet, d'accord? C'était histoire de changer, qu'on ne fasse pas que les solutions pour l'instant. Donc là, on passe sur un mélange gazeux, donc les gaz, ça fait partie du programme, hein. Donc un mélange gazeux sous une pression de 1 bar dans un récipient fermé indéformable. Fermé indéformable, il ne faut pas vous inquiéter, ça veut juste dire que le volume ne peut pas changer. D'accord? On a un volume fixe, voilà juste ce que ça veut dire. Okay? Donc le volume sera fixe, il ne peut pas changer. Mais ça veut dire qu'il y a quoi qui peut changer? On peut faire changer la température, on peut faire changer la composition, on peut faire changer la pression, d'accord? Mais pas le volume. Le volume, il restera fixe. D'accord? Les autres trucs, on peut les faire varier, mais pas le volume. La composition du gaz en pourcentage volumique est 80% et 20% en azote et oxygène. Bon, c'est de l'air simplifié, d'accord? Voilà, on a juste simplifié la composition de l'air. On a enlevé le petit pourcent qui traîne, d'accord, des autres gaz dans l'atmosphère. De l'eau liquide dont le volume est négligeable est ensuite... Ça veut dire quoi dans le volume est négligeable? Si j'amène ici dans la pièce que vous avez là, d'accord? Pareil pour l'autre amphi, hein, parce qu'il fait à peu près la même taille, ça ne va rien changer. Une cuillère d'eau, d'accord? Ça ne va pas changer fondamentalement le volume de la pièce qui est ici, d'accord? C'est parfaitement négligeable. Mais cette eau, quand elle va s'évaporer, comme elle devient un gaz, elle va prendre une énorme place, elle, dans la pièce. D'accord? Donc ça peut être négligeable sous forme liquide, condensée, mais prendre un énorme volume une fois que ce sera sous forme vapeur. Et c'est ce qui va se passer. D'accord? Parce que vous savez que l'eau, ça s'évapore. Hein. OK? Attends, je vais ajouter. Donc, données, on a ici... Alors, c'est un truc sur lequel je vais passer un poil de temps. D'accord? Parce qu'il faut que vous le compreniez. Mais je n'ai pas eu le temps de vous glisser ça dans le cours. C'est juste que je me suis rendu compte que déjà l'an dernier, hein, j'avais fait la même chose, d'accord? Je repasse un peu de temps là pour que vous compreniez, parce que c'est un truc utile à savoir de toute façon dans la vie de tous les jours. OK? Alors, ce que vous avez là, ça s'appelle un ABAC. Un ABAC, c'est quand on n'a pas été foutu de trouver une relation mathématique entre deux propriétés physiques. D'accord? On n'a pas de relation mathématique. PV égale nRT, la loi des gaz parfaits, c'est une relation mathématique entre plein de propriétés physiques pour les gaz. Eh bien, il se trouve que entre la pression que va prendre un liquide quand il s'évapore, d'accord, et la température correspondante, il y a une relation, mais sauf qu'on n'arrive pas à en trouver l'équation, parce que probablement qu'elle est trop complexe. On en trouverait une pour l'eau, mais elle serait plus valide pour l'alcool, elle ne serait pas valide pour l'acétone, elle ne serait pas valide. En gros, la relation qu'on va trouver, on ne saurait pas l'appliquer aux autres. Donc, on n'en a pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de relation mathématique? Eh bien, on fait un ABAC. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans un labo qui va faire des tas de mesures, et des tas de mesures, et des tas de mesures, d'accord? Et qui va compiler ça sur, vous voyez ici une belle courbe. Ça pourrait être un tableau, hein, ce serait la même chose, d'accord? Si je veux passer d'un tableau à une courbe, c'est pas bien compliqué, d'accord? On reprend les valeurs, on les met sur un graphique, c'est la même chose. Donc un ABAC, c'est ça. C'est la représentation, donc ici graphique, de la relation entre, vous voyez ici, la température et la pression partielle de saturation. C'est quoi ça? Vous êtes peut-être déjà demandé, ça m'étonnerait honnêtement, mais bon, je vous accorde le bénéfice du doute, pourquoi tous les océans ne se sont pas encore tous évaporés? Vous savez que l'eau, ça s'évapore. Parce que fondamentalement, vous avez déjà vu, l'eau, vous savez bien que le linge, au bout d'un moment, ça finit par sécher. Vous savez bien que si vous laissez une casserole pleine d'eau, au bout d'un moment, tout va s'évaporer. Donc pourquoi les océans ne s'évaporent pas entièrement? En même temps, pourquoi il pleut? Oui, mais pourquoi? Non. Attends, t'es pas en train de répondre à ma question, là. T'es en train de m'expliquer le cycle de l'eau. Je te parle pas de pourquoi il y a un cycle de l'eau. Ce que je te demande, c'est juste pourquoi toute l'eau s'évapore pas et pourquoi il pleut. Pas que ça passe par les rivières, d'accord? Parce qu'en général, la plus grosse partie de la pluie, elle tombe directement dans la mer. D'accord? Bah oui. Et avec 70% de surface, voilà. De la chaleur, il y en a largement suffisamment, d'accord? Tu as déjà vu en hiver, ça sèche quand même. Une route, elle sèche quand même. Donc de la chaleur, il y en a beaucoup. Et ce qu'il faut que vous compreniez, hein, c'est pas parce que nous, on trouve que 0 degré Celsius, c'est super froid, que c'est froid. D'accord? 0 degré Celsius, c'est déjà 300 degrés au-dessus du zéro absolu. D'accord? C'est déjà beaucoup de quantité d'énergie. OK? Donc, il y en a de l'énergie pour évaporer. Non, c'est bien plus simple que ça. C'est juste qu'il y a un moment, quand ça s'évapore,
il y en a tellement d'eau dans l'atmosphère qu'elle se recondense à la même vitesse qu'elle s'évapore. D'accord? La vitesse avec laquelle elle s'évapore, elle dépend effectivement de la quantité de chaleur dont on dispose. Plus on a de chaleur, plus ça peut s'évaporer vite. D'accord? Mais il y a un moment où on va quand même atteindre une quantité dans l'atmosphère qui fait que ça peut recondenser sous forme de gouttelettes, pour ça qu'il pleut, d'accord? Aussi vite que ça s'évapore. Cette quantité qu'on peut mettre dans l'atmosphère, ben c'est très précisément ce qui est affiché ici, d'accord? Ça veut dire que si je suis, on peut faire un petit zoom là, bon, on est sans doute alors dehors on est à un peu moins de 20 degrés, mais ici on est sans doute à beaucoup plus que 20 degrés, d'accord? Mais mettons qu'on prenne comme 20 degrés pour référence, d'accord? Et bien quand je suis à 20 degrés, vous voyez, à peu de choses près, hein, d'accord? On a quelque chose comme 2000 pascal, d'accord, de pression partielle de l'eau dans l'air. Mais si je monte un peu la température, je monte à 30, ici, vous voyez qu'on va atteindre 3000 pascal. Un peu plus, d'accord? On augmente. Et vous voyez que ce n'est pas linéaire, d'accord? Vous voyez que la courbe, clairement, elle a une tendance vaguement exponentielle. C'est bon pour tout le monde? Donc, simplement, est-ce qu'on peut dépasser cette valeur-là? Si je suis à 30 degrés, est-ce que je peux dépasser 3000? Ben non, parce qu'à ce moment-là, il y en aura trop dans l'atmosphère, et puis ça va condenser. Puis si j'ai de l'air à 30 degrés, et que je le refroidis à 20 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Ben ça va recondenser, ça fait des nuages, et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis des mois cette année, d'accord? Voilà, de l'air trop frais, qui se charge trop en humidité, de l'air chaud, d'accord, qui se charge en humidité au-dessus de l'océan, qui arrive chez nous, ben, chargé d'humidité, c'est plus froid, ça condense et il pleut, d'accord? Tant que je suis sur ça, histoire que ce soit clair, non, l'air froid n'est pas plus sec que l'air chaud. C'est pas vrai. L'air froid contient éventuellement moins d'humidité que l'air chaud. Mais quand il est saturé, quand il est à 100% d'humidité, quand on a cette valeur-là, il est tout aussi humide au niveau de la sensation, c'est-à-dire qu'il n'évaporera pas. Hein. Ton linge, tu le mets à sécher alors qu'on est à 10 degrés et qu'on a 100% d'humidité, qu'on est là, il ne séchera pas le linge, d'accord? Parce qu'il est à saturation. On ne peut pas en mettre plus, donc ben, l'eau ne va pas s'évaporer du linge pour sécher. Ok? Ce sera fait. Mais si tu es à 35 et qu'on est proche d'un orage, donc on est à saturation, à 3500, 4000, ton linge, il ne séchera pas non plus. Parce qu'on est à saturation, encore une fois, l'eau ne va pas s'évaporer. Ok? Donc il n'y a pas de plus d'humidité. Simplement, il se trouve qu'en Europe, il y a un truc particulier. Je parle bien de l'Europe. Quand on a de l'air chaud, généralement, il vient de l'ouest. En étant passé sur l'Atlantique avant. Donc forcément, quand il arrive vers nous, cet air chaud, il est gorgé d'humidité. Quand il est froid, l'air, généralement, il vient de l'Est, de la Sibérie, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du côté de la Russie, des océans, il n'y en a pas des masses. Donc quand il arrive vers nous froid en provenance de l'Est, il est sec. Il est sec parce qu'il n'y avait pas d'humidité sur le chemin. D'accord? Donc oui, chez nous en Europe, c'est vrai. L'air froid, il est généralement sec parce qu'il vient du côté de l'Est. Et l'air chaud, il vient généralement de l'Ouest, donc effectivement, il est humide. Okay? Mais tout ça, ça s'explique avec ce qui se trouve ici. On est d'accord? Alors, dernier point qu'il y a là-dedans, parce qu'on le voit à la météo, et comme ça au moins, ce sera réglé, et on en a besoin aussi en santé, que vous l'ayez compris. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a 50% d'humidité? Pardon, excusez-moi, j'ai oublié des lettres. D'humidité. Est-ce que ça veut dire que la moitié de l'air qu'on respire, c'est de l'eau? De toute façon, ce n'est pas possible. D'accord? On est à 20 degrés. La pression atmosphérique, c'est 1 bar. Si la moitié de l'air qu'on respire, c'est de l'eau, ça voudrait dire que la pression de l'eau, ce serait la moitié de 1 bar. Hein? D'accord?
0,5 bar, ben non, ça ne peut pas dépasser 2000 pascal. D'accord? Donc non, ça ne peut pas être ça. 50% d'humidité, ça veut simplement dire que la pression partielle en eau, c'est 50% de cette pression de saturation, donc par exemple cette valeur-là. D'accord? Voilà, ça veut juste dire ça. Donc ça veut dire que ça dépend de la température. Voilà. 50%, ce n'est pas une valeur absolue, c'est 50% de la valeur qu'on aurait à saturation, à cette température-là, tout simplement. OK? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? Ben, on peut répondre aux questions qui viennent derrière. Et là, ben, tous ceux qui ont suivi ce que je viens de dire, normalement, c'est bon, la réponse, vous l'avez, vous avez compris comment ça s'utilise, d'accord? Donc, vous aurez noté, je vous mets la réponse, que c'est la pression partielle en pascal de la vapeur d'eau à l'équilibre. À l'équilibre, hein, ça veut dire qu'on est à saturation, puisqu'on a atteint le maximum. C'est ça que ça veut dire, hein, d'accord? On ne peut pas le dépasser, mais on peut l'atteindre et rester stable. Là, si vous voulez des situations qui sont d'équilibre et pas d'équilibre de la vie de tous les jours, quand vous êtes dans un sauna, d'accord, c'est de l'air très sec, il fait très chaud, il y a très peu d'humidité. Enfin, quand il n'y a pas un guignol qui met la louche d'eau sur les pierres brûlantes et ça fait un gros nuage de vapeur, d'accord? Voilà. Mais on est clairement dans un air très sec. Et d'ailleurs, on peut supporter des températures qui sont très élevées. Un sauna, c'est régulièrement entre 80 et 110 degrés. D'accord? Bon, il ne faut pas y rester trop longtemps, mais on peut y rester un certain temps quand même. Alors qu'un hammam, on est à saturation, tellement à saturation d'ailleurs que le brouillard se forme. D'accord? Ces gouttes qui se forment, ben, c'est justement parce qu'on a dépassé, on arrive au point de saturation, et donc toute la vapeur qu'on essaie de rajouter, elle condense au fur et à mesure. Voilà. Okay? Et un hammam, c'est généralement plutôt aux alentours des 40, maximum 50 degrés. D'accord? Parce qu'après, on cuit très rapidement, hein, pour le coup. Ceux qui ont déjà essayé, un hammam, ça peut être plus dur à supporter qu'un sauna. D'accord? Ben pourquoi d'ailleurs? Ben parce que dans un sauna, on peut transpirer, dans un hammam, on ne peut pas transpirer. Bah si, moi je suis tout gauger quand je suis dans un hammam. Évidemment, il est con, lui. Non. Pourquoi vous êtes tout mouillé dans un hammam? C'est pas votre transpiration, hein. Oui, mais quelle vapeur d'eau? Pourquoi il y a l'humidité qui se condense sur vous quand vous êtes dans un hammam? Quel est le truc le plus froid qu'il y a dans le hammam quand vous êtes dedans? C'est vous, vous êtes à 37. D'accord? Donc ça condense sur vous. Parce que c'est vous le truc le plus froid. Et ça vous file de la chaleur à chaque fois que ça condense. Donc vous montez en température super vite. C'est bon? Alors, bon, là, je vais regarder quand même juste pour voir, mais normalement ça devrait être bon. Ouais, c'est bon, tout le monde a compris. Là, pour le coup, c'est juste l'usage de la bac, hein. On est à 60 degrés, donc ça fait 20 000. OK? Juste un petit point. Vous avez vu comment j'ai tracé ça comme un sagouin, là? Pourquoi j'ai tracé ça comme un sagouin? Ah, parce que j'ai pas pris une règle. Ah, c'est ballot, ça. Alors, fondamentalement, c'est pas bien grave là, parce qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, OK? Mais, dans votre trousse, le jour de l'examen, vous y glissez un bout de règle. S'il y a des traits de construction à faire, pas forcément dans ces exercices-là, mais d'une manière générale, vous verrez, c'est beaucoup plus apaisant de faire des jolis traits plutôt que de les faire à l'arrache avec un coin de feuille ou un truc comme ça. Du stress, vous en aurez déjà largement suffisamment pour ne pas vous en rajouter juste parce que vous n'avez pas pris un bout de règle. D'ivoire. Non. Elle est égale à la pression de saturation si tu es à l'équilibre. Si tu es à saturation, si tu es au maximum qui peut arriver dedans. Quand tu es dans la vallée de la mort, d'accord? Il n'y a pas d'eau aux alentours. Donc de toute façon, il n'y a pas assez d'eau aux alentours pour atteindre ce point-là. L'air, il est hyper sec à cet endroit-là. Ben, tout simplement, il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir atteindre la saturation. Ça veut dire qu'on est au max. C'est bon? Et vous avez vu que sur cette courbe-là, il y a un point que vous connaissez. Vous avez vu celui-là à combien il est quand on est à 100 degrés? Juste au-dessus, il est à 101 325 pascal. Ça ne vous dit pas quelque chose, ce chiffre-là? C'est une atmosphère. Quand on est à 100 degrés, la pression à laquelle
peut, d'accord, se mettre l'eau, c'est juste une atmosphère. Et donc ça veut dire que l'eau qui va s'évaporer à ce moment-là et qui va former des bulles va pouvoir pousser l'atmosphère, c'est pour ça qu'on a des bulles, c'est la température d'ébullition, quand on est à 100 degrés. D'accord? Ouais? Donc cette valeur-là, ben, il n'y a qu'une valeur sur toute la courbe que vous pouvez connaître, hein, mais celle-là, vous la connaissez. D'accord? Allez, on continue. Quelle est la pression totale en pascal? C'est quoi la pression totale? La loi des gaz parfaits, vous avez tendance à n'en mémoriser que le PV égale nRT. Mais ce n'est pas ça la loi des gaz parfaits. En tout cas, ce n'est pas que ça. D'accord? Parce que de cette loi-là, on en déduit la loi d'additivité, la loi de Dalton des pressions partielles. La somme des pressions partielles est égale à la pression totale. Ce qui est vrai que pour les gaz parfaits, quasiment tous les gaz sont parfaits tant qu'on ne part pas dans des pressions qui sont complètement délirantes ou tant qu'on ne descend pas trop bas en température. D'accord? Et par trop bas en température, hein, c'est quelques dizaines de degrés Kelvin, enfin de Kelvin. Ok? Donc vous ne serez jamais dans ces conditions-là. Et puis pour les pressions, il faut monter à plusieurs, on va dire, au moins dizaines, voire centaines de bars, d'accord, pour qu'on commence à dévier de la perfection. Donc, vous ne serez jamais dans ces conditions-là. D'accord? Ça ne vous concerne pas, en gros. Bah, pour une raison assez simple, je veux dire, l'objectif, mine de rien, de ces cours-là, c'est un tout petit peu la santé. D'accord? Les êtres vivants, quand on les met à plusieurs centaines de bars ou qu'on les descend à quelques dizaines de Kelvin, ils n'apprécient pas beaucoup. Donc, a priori, dans la santé, ce n'est pas des conditions que vous allez rencontrer. Donc, a priori, ça ne vous concerne pas. Pour vous, les gaz, ils seront toujours considérables, d'accord? Enfin, pourront toujours être considérés comme parfaits. OK? Mais c'est logique, hein, tout simplement avec le champ d'étude. Donc, c'est la loi des gaz parfaits, le PV égale nRT, c'est vrai. Mais c'est aussi la loi de Dalton. La somme des pressions partielles, c'est la pression totale. Et puis, la définition de ce que c'est qu'une pression partielle, parce que la somme des pressions partielles est égale à, il faut encore savoir ce que c'est que la pression partielle. C'est tout ça, la loi des gaz parfaits. C'est ces trois ensembles-là. Le PV égale nRT, ce qu'est la pression partielle, et la somme des pressions partielles, qui est la pression totale. C'est tout ça. C'est indissociable. C'est la totalité. Mais si je reprends ma pression totale, donc une fois que l'eau se sera évaporée pour atteindre la valeur d'équilibre, hein, on est bien d'accord? On est à 60 degrés ici, on va atteindre ça pour l'eau, d'accord? Ok? C'est bon pour tout le monde? Ma pression totale, ce sera la pression de O2 plus la pression de N2 plus la pression en H2O, d'accord? La somme des pressions partielles, c'est la pression totale. Et c'est bien par ça qu'il faut commencer. Cette valeur-là, bah, vous la connaissez, c'était la réponse de la question précédente. D'accord? Pas de souci. La question, c'est ça, c'est combien? Et donc, ça fait combien au total? Vous vous rappelez que P, V, égale nRT. Vous savez, on peut l'écrire aussi comme ça. P égale nRT sur V. Puis, je peux l'écrire que PO2 égale NO2 RT sur V. Ou PN2 égale NN2 RT sur V. Est-ce que entre le moment où j'ai introduit, quand il n'y avait pas l'eau, et après avoir introduit l'eau, j'ai changé le nombre de moles de O2 ou de N2? Non. La température? Non. Le volume? Non. Donc, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça, c'est toujours 1 bar. D'accord? Je n'ai pas changé le nombre de moles, je n'ai pas changé la température, je n'ai pas changé le volume. Donc, les pressions n'ont pas changé. J'étais à 1 bar avant d'introduire l'eau. Je serai toujours à 1 bar pour la somme de ces deux gaz après avoir introduit l'eau. OK? Vous voyez que j'ai utilisé deux formes de la loi des gaz parfaits, là, hein? Oui.
Parce qu'on n'a pas changé le nombre de moles, on n'a pas changé la température, on n'a pas changé le volume. PO2 restera la même valeur. Si tu changes aucune des valeurs qui sont derrière, tu garderas la même valeur. D'accord? Oui? Donc, on garde la même valeur. Ça, c'était égal à 1 bar avant l'eau. Ça restera égal à 1 bar après l'eau. Ouais? C'est bon pour tout le monde? Ok? C'est la somme des deux. Oui? Oui, 1 bar, c'est la somme des deux. C'était ce qui était marqué dans le truc. D'accord? On avait 1 bar initialement. Ok? Je ne l'ai pas inventé ce bar, c'était dans l'énoncé. Hein. Donc, ce qui fait, juste histoire de l'écrire, hein, 100 000 plus 20 000, le 120 000 que vous avez ici. OK? Mais ça veut dire qu'en introduisant de l'eau, on augmente la pression. Oui, vous rajoutez quelque chose, donc forcément, ce n'est pas choquant que ce soit plus grand puisque vous avez rajouté quelque chose. D'accord? C'est même plutôt logique. C'est le contraire qui serait inquiétant d'ailleurs en fait. Donc, et c'était la dernière question je crois de cet exercice-là, quelle est la pression partielle en dioxygène? Ah non, c'est pas la dernière question, il y en a encore une après. En Pascal, donc dans notre récipient là. Hein, okay, il y a du dioxygène, il y a de l'azote, il y a de l'eau. Quelle est la pression partielle du dioxygène? Alors, j'ai majoritairement des bonnes réponses qui sont en train d'arriver là, mais je suis presque sûr que vous êtes passé à pieds joints au-dessus de ce qui n'est pas un piège ici, hein, parce qu'il n'est pas tendu, d'accord, mais qui pourrait en être un. La pression partielle, c'est toujours la fraction molaire par la pression totale. Ok? Donc, il y en a plein d'entre vous qui se sont dit, c'est bon, il y avait 20%. 20% d'un bar. Mais ça, les 20% et les 1 bar, c'est dans l'air du début, quand on n'a pas mis l'eau. On est bien d'accord? Parce que la pression totale, maintenant qu'il y a l'eau, on la connaît, hein, c'est 120 000. Mais la fraction molaire, on ne la connaît pas. Si, c'est 20%. Non. Si là, j'ai un sac, d'accord, avec 100 billes bleues dedans, j'ai 100% de billes bleues parmi les billes, on est d'accord? Si je rajoute 10 billes rouges, est-ce que j'ai toujours 100% de billes bleues dans le sac? Non. Donc, puisqu'on a rajouté de l'eau, il n'y a plus 20% de dioxygène. Il y en a moins. OK? Donc, le calcul que vous pouvez faire là, avec les valeurs que vous connaissez, c'est uniquement, d'accord, O2 initial. D'accord? Où je vais avoir effectivement 0,2, 20% par 100 000. Le 1 bar qu'on m'a donné au début, d'accord, il y a 20% de la pression de début. Ça, c'est 20 000 que je trouve ici. C'est PO2 initial. D'accord? Et ça, c'est vrai, pas de souci. Mais est-ce que c'est encore la pression partielle finale? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit précédemment. D'accord? Parce que ça, c'est le nombre de moles de O2 par R par T divisé par le volume. Le nombre de moles ne change pas, la température ne change pas, le volume ne change pas. Donc, c'est aussi la pression partielle en O2 finale. D'accord? Mais vous voyez qu'il faut le faire en 2 étapes. 1, je peux calculer avec les anciennes valeurs la pression partielle initialement. Et ensuite, par le raisonnement, j'en conclus que c'est aussi la pression partielle finale. C'est bien en 2 étapes. D'accord? Il ne faut pas rater les 2 étapes. Là, c'est bon. Il n'y avait pas de piège, même si on ne l'avait pas vu. Mais il pourrait y en avoir un. Donc ça fait 20 000, hein. Donc la réponse c'est effectivement 20 000. Hein. D'accord? C'est bon? Et donc, je viens déjà plus ou moins de le dire, la pression partielle en O2, ça ne peut plus être 20%, puisque j'ai rajouté, la fraction molaire, excusez-moi, ça ne peut plus être 20%, puisque j'ai rajouté quelque chose. Vous devez prendre une espèce de réflexe, d'accord? Ça vous aidera énormément dans le contexte
d'examen sous forme de QCM. Toutes les réponses absurdes, vous les barrez à la lecture. Si j'ai rajouté quelque chose, la fraction molaire, elle doit forcément être plus petite. Ça, ce n'est pas des bonnes réponses. D'accord? C'est nécessairement pas des bonnes réponses. J'ai rajouté quelque chose, la fraction molaire a nécessairement descendu. OK? Et dès que vous éliminez des mauvaises réponses, d'abord, 1, elle vous encombre plus la vue, c'est toujours ça de gagner. 2, si vous êtes tenté, si vous ne savez pas comment le calculer, vous êtes passé de 1 chance sur 5 de tomber sur la bonne réponse à 1 chance sur 2. Et là, vous vous dites peut-être, mais il est complètement con, lui, il nous dit de répondre au hasard. Non, absolument pas de répondre au hasard. Parce que si vous êtes passé de 1 sur 5 à 1 sur 2, c'est parce que par le raisonnement, vous avez éliminé 3 réponses qui sont nécessairement fausses. D'accord? Par le raisonnement. J'ai rajouté quelque chose, donc ça doit forcément être plus petit. Et ça, c'est normal que ça augmente vos chances de répondre bien. Okay? Bon, le mieux, c'est de pouvoir le calculer, évidemment. Hein, mais à défaut, le simple fait d'avoir moins une partie du raisonnement juste, c'est normal que ça vous permette d'avoir plus de points. C'est bon? Très majoritairement, j'ai surtout vraiment une large majorité de bonnes réponses sur ceux qui ont répondu. D'accord? Parce que dans les faits, c'est vrai ce que j'ai écrit. Hein, la pression partielle en O2, c'est la fraction molaire par la pression totale. Il se trouve que simplement maintenant, c'est final, final, final. On est bien d'accord? OK? Donc, que ma fraction finale, ce sera la pression en O2 finale, c'est 20 000, sur la pression totale finale, c'est-à-dire 20 000, sur 120 000. D'accord? Ce qui fait sensiblement 17%. Enfin, 0,17 quoi. Okay? Aux arrondis près. Tiens, tant que j'y suis sur les arrondis, en tête d'examen, vous aurez une petite phrase qui dit qu'en cas de calcul numérique, vous choisissez la valeur la plus proche aux approximations de calcul près. On est tous bien d'accord qu'une approximation de calcul, ce n'est pas 30%. Ça, c'est une erreur de calcul. Okay? C'est quelques pourcents, parce qu'on a arrondi quelques chiffres. Okay? Hein? C'est bien ça. Hein?